Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement et plus particulièrement à l'environnement de Mayotte. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'eau, nous allons parler de l'eau en général et tout simplement de ce que nous devons faire ou pas pour notre santé en cette période de crise, c'est particulièrement important. Alors agir pour l'environnement au quotidien, eh bien moi j'y crois. Pour parler de ces bonnes pratiques, nous avons sur le plateau deux invités que nous connaissons bien maintenant dans Agir pour l'environnement. Ils sont tous les deux de l'ARS. C'est Julie Durand qui est chargée de santé de proximité. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Constance. Et le docteur Maxime Rancécole qui est médecin de santé publique et qui est conseiller médical à l'ARS de Mayotte. Bonjour docteur. Bonjour Anne-Constance. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. On va rappeler un certain nombre de choses et puis découvrir aussi beaucoup d'informations sur ce qu'on doit faire ou pas. Dans un premier temps, comment doit-on stocker l'eau ? 54 heures de coupure, c'est beaucoup. On a besoin de stocker l'eau à la maison pour en disposer pendant ces périodes de coupure. Comment on doit s'y prendre ? Alors, le stockage de l'eau, on y est tous confrontés aujourd'hui. Pour le stockage de l'eau potable, il vaut mieux dédier un contenant propre et l'installer dans un endroit de la cuisine ou de la maison qui est dédié à l'eau potable. On va surtout y mettre un bouchon, un couvercle, pour éviter qu'il y ait des intrusions, des choses qui tombent dedans, des insectes qui tombent dedans. Et surtout, pas plus de 48 heures pour la consommer. Pourquoi ? Parce que l'eau potable, elle contient du chlore. Je pense que tout le monde sait que quand on laisse stagner de l'eau, on sent un biofilm, quelque chose de gluant. Oui. En fait, ce sont des bactéries. Donc le chlore vient désinfecter, éviter le développement de ces bactéries. Sauf que le chlore, au-delà de 48 heures, il n'est plus efficace et s'est évaporé. Donc c'est pour ça qu'on dit que pour boire l'eau potable et pour la conserver, c'est pas plus de 48 heures. Contenant propre et dans un endroit à l'abri de la lumière pour éviter que le chlore se dégrade trop vite. Mais Julie, 54 heures de coupure, c'est plus de 48. Hein. Tout à fait. Donc ce qui veut dire qu'il faut reconstituer sa réserve d'eau potable pendant la coupure. Eh bien non, parce que vous allez devoir stocker l'eau plus de 48 heures pour arriver jusqu'aux 54 heures oui. et que l'eau revienne au robinet. Donc il est conseillé, au-delà des 48 heures, de la faire bouillir 5 minutes. Voilà, donc on recommence la procédure. Pendant qu'on fait le stock avant la coupure, on nettoie son jerrycan ou son récipient, enfin ce qu'on veut. On fait bouillir l'eau avant de la stocker pendant 5 minutes à grosse bulle. Et au bout de 48 heures, ce qui reste, on le refait bouillir une deuxième fois pour que ça reste potable jusqu'à la fin de la coupure. Vous avez encore des plages de potabilité aujourd'hui. Donc l'eau revient à 16 heures et jusque le lendemain matin, 10 heures. Donc, en fait, à partir de 4 heures du matin... Elle est potable. Elle est potable. Donc, il est conseillé de faire tous ces usages ménagers le soir et le matin, vous pouvez faire en toute tranquillité vos stockages d'eau potable. Et sachez que si vous la conservez à l'abri de la lumière et au réfrigérateur, le chlore partira moins vite. Donc on peut tenir peut-être les 54 heures. Bon, voilà. Mais en toute sécurité, au-delà de 48 heures, vaut mieux la refaire bouillir. À partir du moment où vous dites il faut stocker de l'eau potable, ça veut dire qu'il y a aussi un stock d'eau non potable à faire. On fait tous des stocks d'eau non potable, soit quand elle revient au robinet. En ce moment, il y a des pluies qui arrivent et tant mieux, mais on sait que la population va stocker cette eau-là pour différents usages. Donc là, on s'embête pas avec des histoires d'horaire. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien de mettre un couvercle. Pourquoi ? Parce que les moustiques se développent dans l'eau stagnante. Alors, on a une crise de l'eau, des maladies liées hydriques qui sont présentes aujourd'hui. Ça serait dommage d'avoir aussi des arboviroses et un retour de la dengue. Donc, tous les Mahorais le savent, nous devons faire attention aux gîtes larvaires et couvrir et renverser les petits stockages d'eau. Alors des fois, les déchets peuvent être un gîte larvaire. On renverse ceci et nos stockages d'eau à la maison, on met un couvercle.
c'est vraiment important cette histoire de couvercle, parce que ça protège des prochaines épidémies. Tout à fait. L'eau potable, au bout de 48 heures, ou quand l'eau revient et qu'il en reste, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette pas à la poubelle quand même. On ne la jette pas, on l'utilise pour la vaisselle, pour laver le linge, pour laver le sol. On peut se laver aussi avec aujourd'hui. On n'est pas fou, cette eau-là, elle a été stockée correctement. On peut faire l'hygiène des mains et l'hygiène corporelle, bien sûr. Docteur, l'eau que l'on utilise pour les usages potables, c'est quoi un usage potable? Alors, boire évidemment, mais quoi d'autre? Alors, pour l'eau qui est considérée comme potable, donc l'eau, c'est considéré comme un aliment, donc c'est très contrôlé. On l'a déjà dit au cours de précédentes interventions, donc elle est très contrôlée. Il y a, Madame Durand l'avait précisé, plus de 100 marqueurs de contrôle. Et donc cette eau potable, elle permet d'être consommée. Donc globalement, on peut se dire que c'est tous les usages qui amèneraient l'eau jusqu'à la bouche et jusqu'à l'ingestion. Donc on a, bien sûr, quand on la boit, il y a ce qu'on utilise par exemple pour laver les aliments. Avant, si on rince des aliments, il faut le faire à l'eau potable pour réduire tout risque. Mais globalement, c'est les seuls usages pour lesquels l'eau potable est nécessaire. Mais également quand on fait cuire le riz. Je n'ai pas dit se laver les dents, je ne l'ai pas précisé. Voilà, mais c'est déjà important. dit se laver les dents, donc ce qui va dans la bouche globalement. Et c'est pour ça que ce que disait Mme Durand, il faut absolument être très rigoureux sur le stockage de son eau, puisqu'on n'en a pas besoin de grandes quantités. La majorité de l'eau, c'est l'eau pour la douche, c'est de l'eau pour l'usage sanitaire, qui n'a pas besoin d'être bouillie avant l'utilisation. Et donc, par exemple, pour faire à manger, vous le disiez, si on rince ces aliments, on va utiliser de l'eau potable. Mais par contre, si on va faire bouillir de l'eau, par exemple pour faire cuire du riz ou quelque chose, l'ébullition va détruire les germes qui se trouvent dedans. Alors, on utilise quand même une eau qu'on a stockée correctement, on n'utilise pas l'eau qui traîne dans un coin, mais en utilisant l'eau du réseau, on la fait bouillir et du coup, elle est de nouveau propre à la consommation. Mais l'eau qu'on met dans les plats, c'est de l'eau potable, parce que ça bout pas pendant des heures avec des grosses bulles. L'eau qu'on met dans les plats, vous savez, quand on fait la cuisine. Je cuisine un petit peu, mais c'est pour ça que je dis l'eau qu'on ne fait pas bouillir, qu'on utilise sans faire bouillir, il faut utiliser de l'eau potable. Par contre, dès l'instant où on fait bouillir l'eau, elle va dans tous les cas bouillir plus de quelques minutes. Quand on va faire cuire du riz ou autre chose, elle va au moins bouillir pendant 3 à 5 minutes. Et donc, c'est suffisant pour appliquer les recommandations. Mais l'eau qu'on rajoute donc dans la cuisine, dans les plats, on prend de l'eau potable. L'eau que l'on utilise pour faire du café ou du thé, c'est de l'eau potable, on est d'accord? On est d'accord parce que là, il n'y a pas d'ébullition quand on le réalise. L'eau est chauffée, certes, mais ce n'est pas suffisamment pour détruire l'ensemble des germes. Qui sont potentiellement présents, ils ne sont pas systématiquement présents, mais potentiellement, c'est un principe de précaution. Donc comme il n'y a pas d'ébullition pendant 5 minutes, à grosse bulle, ce n'est pas suffisant pour se protéger. Et pour tout le reste, c'est le stockage d'eau non potable. Oui. Pour tous les autres usages dans la maison. Voilà. Intérieur ou extérieur, c'est-à-dire laver la voiture. Si on peut éviter de la laver en ce moment où on n'a pas d'eau, c'est mieux quand même. Mais pour laver la maison, etc., on utilise le stock d'eau non potable. Alors, il y a une question, puisque j'ai 2 spécialistes sur le plateau, je vais en profiter. Et je suppose que vous êtes comme moi, vous vous dites, mais pourquoi ils nous demandent de faire ça? Nous laver les mains, on nous explique qu'il faut nous les laver plein de fois avec de l'eau et du savon et qu'après nos mains sont propres et qu'il n'y a plus de microbes. Alors comment est-ce qu'on peut d'un côté croire qu'en se lavant les mains avec du savon, on a les mains propres et de l'autre côté l'eau, il faut la faire bouillir 5 minutes à grosse bulle et elle est potable? C'est pas hyper cohérent. Pour la néophyte que je suis. Alors oui, effectivement. Parce qu'en fait, il y a une vraie cohérence dans toutes ces mesures d'hygiène. Je me doute bien. Mais voilà, mais effectivement, chacun son domaine, c'est normal. Mais l'idée, pour expliquer, c'est que... alors l'hygiène, déjà le terme hygiène, on l'utilise beaucoup sans forcément rappeler ce que ça veut dire. L'hygiène, c'est toutes les mesures qui sont utilisées pour limiter la transmission des germes, des micro-organismes, et éviter l'apparition d'épidémies. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. L'ébullition, c'est une méthode d'hygiène puisqu'elle va détruire les germes dans l'eau. Et étant donné qu'on la consomme, qu'elle rentre directement dans l'organisme, c'est une méthode de stérilisation. C'est une méthode très puissante en fait. Une fois qu'on fait bouillir l'eau 5 minutes à gros bouillon, il n'y a plus rien dedans, c'est de l'eau stérile. Donc c'est très bien. Pour ce qui est de l'hygiène des mains, on peut très difficilement se stériliser les mains. Donc je vous déconseille de vous les plonger dans l'eau bouillante, déjà ça c'est la mauvaise solution. Et en plus, nos mains sont systématiquement en contact avec notre environnement,
elles vont se recontaminer systématiquement au fur et à mesure de la journée. C'est de là que vient la recommandation de se laver les mains régulièrement. C'est parce que si on se lave les mains une fois le matin, on va sortir de chez soi, on va toucher la clanche, on va la poignée, excusez-moi, ça c'est de l'argot de mon département d'origine. On va toucher la poignée, on va serrer la main à un collègue, et là on se sera de nouveau recontaminé les mains. Ce qui nécessite, alors je vous dis pas de vous nettoyer les mains à chaque fois que vous touchez quelque chose, mais il y a des étapes clés au cours de la journée, au cours desquelles, avant ou après lesquelles, il faut se nettoyer les mains. On le fait avant d'arriver dans un établissement où on va croiser du public pour nous éviter de contaminer l'environnement dans lequel on rentre. On le fait après être sorti des toilettes. On le fait avant et après avoir mangé. Et ça, c'est des étapes clés qui permettent de le faire régulièrement. C'est quelques fois au cours de la journée qui permettent de se reprotéger, de reprotéger les autres. Mais quand je vous écoute, docteur, on doit, a priori, le faire tout le temps, pas simplement quand on est en crise de l'eau. Ces principes de base de se laver les mains régulièrement. Complètement. Ça, c'est des principes qui sont vrais tout le temps, qui sont vrais avec l'ensemble des germes, qui sont vrais à toute époque de l'année. Là, c'est vrai qu'on en reparle un petit peu plus parce qu'on est en pleine épidémie de gastro-entérite, et donc la gastro-entérite aiguë, elle a la particularité de beaucoup se transmettre par les mains. Donc, on insiste sur ces mesures, mais elles sont vraies tout le temps. Ça a toujours un bénéfice de se laver les mains. Alors, on va redécrire les manières qu'il y a de se laver les mains. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on est en pleine crise de l'eau. Là, si je vous écoute, il faut se laver les mains une bonne dizaine de fois par jour. Il y a quand même cette logique d'avoir de l'eau pour se les laver les mains. Donc, comment on fait pour se laver les mains sans trop consommer d'eau, Julie ? Avec un tiers de bouteille d'eau, pas forcément de l'eau potable, parce que là, le germe, effectivement, il ne va pas rentrer dans l'organisme, il va être présent sur la surface de notre main. Et ce qu'on cherche dans le lavage de main, c'est d'arracher ces bactéries, ces virus. Pour les faire partir de la main, partir. Donc en fait, c'est l'action de l'eau et du savon. Le savon est un dégraissant, il va arracher toute la saleté qu'on a dans les plis et sur le dessus, sur la main. Et c'est au moment du rinçage que les bulles de savon vont enlever la crasse et les microbes qui sont avec. Donc on n'a pas besoin d'une eau potable pour ça. Ce qu'on cherche, c'est l'aspect mécanique pour enlever la saleté. Et surtout, bien sécher les mains derrière. Sachez que les microbes, ils aiment l'eau et la température ambiante. Si je me sèche pas les mains, au bout on a 500 fois plus de bactéries qui vont se développer dans les 5 minutes qui vont suivre. Alors que l'aspect du solution hydroalcoolique, c'est un désinfectant qui va avoir une action de tuer directement, avec l'alcool présent dans le produit, les microbes. Voilà. Alors, petite question, parce que quand je vous écoute, je réfléchis à ce que je fais à la maison. Alors, je sais qu'Olivier Brahic me l'a déjà expliqué, donc j'ai déjà arrêté cette mauvaise pratique, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas entendu et continuent de le faire. J'avais eu au début de cette crise de l'eau la très mauvaise idée de me dire « Eh bien, ma chère, tu as qu'à te créer une petite bassine à la maison et 45 fois par jour, tu viendras te laver les mains, toi et tous les membres de ta famille. » Mauvaise idée. Alors c'est exactement, là je vais faire que reprendre les arguments de Madame Durand, c'est que le principe de lavage à l'eau et au savon fait que on va faire glisser, entre guillemets, on va faire glisser les microbes et les germes de nos mains. Donc ils vont, c'est logiquement, tomber devant là où l'eau s'écoule. Donc si on se lave les mains au-dessus d'un bac, ces mêmes germes vont dans le bac en fait. Et donc celui qui va plonger les mains derrière, il va être en contact. Pour ça qu'il faut le faire avec, comme ça a été dit, il n'y a pas besoin nécessairement de beaucoup d'eau, juste un rinçage, on enlève ce qu'on voit. On essuie bien. Voilà, et on laisse l'eau s'écouler il faut que ça parte dans l'assainissement. Il ne faut pas que cette eau elle soit réutilisée pour aucun autre usage. Et ensuite, on se sèche bien les mains. Alors, autre question, parce qu'on est obligé d'y penser. Il y a beaucoup de gens à Mayotte qui n'ont peut-être pas un joli évier ou un joli lavabo. Il y en a aussi beaucoup qui vivent dans des cases en tôle. Comment cette crise de l'eau, elle est anticipée pour ces personnes qui ont des conditions de vie peut-être moins faciles que d'autres ? Alors, on travaille sur le territoire avec ces quartiers un petit peu ciblés, avec des associations
qui sont présentes dans les quartiers. Donc c'est des fois des toutes petites associations de mamans, des madras. Et on diffuse tous les messages qu'on diffuse aujourd'hui. Donc le stockage de l'eau, le lavage des mains. Et certaines associations distribuent des kits hygiène. Et c'est quoi les kits hygiène? Parce que je crois que vous les avez, vous avez commencé à les distribuer il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Oui, pour la journée, à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, parce que c'est un sujet qu'on évoque partout tout au long de l'année. Et donc, c'est simplement un seau pour être en capacité d'appliquer le stockage de l'eau pour boire, donc avec un bouchon et un seau blanc, comme ça on voit bien s'il y a des saletés. Et puis un petit jerrycan qui est dédié au lavage des mains. Parce qu'en fait, aussi bien dans les maisons où on a l'eau courante en permanence, il est plus facile de se laver les mains quand on a un jerrycan installé au-dessus d'un évier. Et puis dans les maisons où on n'a qu'un robinet dans la cour, par exemple, ou pas du tout, eh bien, on installe un jerrycan dans la cour et ça permet au moins aux enfants, aux membres de la famille, d'avoir la capacité de se laver les mains. Sachez que le lavage des mains, selon l'OMS, ça limite une maladie sur 2 infectieuse. Ah oui. Donc, le lavage des mains à l'eau et au savon, c'est tout le temps, tous les jours, et on le fait si on a accès à de l'eau et du savon. Et qu'on est organisé à la maison. Alors, il y a une autre question qui m'interroge. On est en période de crise, pas besoin de le redécrire. Des gens ont la tentation d'aller se servir dans la rivière pour, par exemple, laver la vaisselle, tout ça. Certains se douchent dans la rivière, il faut bien le reconnaître. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Alors, le but de ce qu'on va dire là, c'est pas de faire culpabiliser les gens. Il y a des gens qui ont besoin de le faire et qui l'utilisent, mais il faut que ces personnes sachent, et certaines font le choix pour diverses raisons, il faut que ces personnes sachent qu'il y a des risques quand même à l'utilisation de ces eaux qui ne sont absolument pas contrôlées. Il n'y a aucun traitement et elles sont en général très fortement contaminées par des germes, notamment issus des excréments des autres personnes, puisqu'il y a des zones avec de l'assainissement qui n'est pas raccordé, enfin de l'assainissement qui part dans l'environnement directement, et qui va contaminer ces sources d'eau, les rivières, et par ruissellement, les puits. Nous avons à l'ARS réalisé des contrôles sur ces puits pour essayer de savoir un peu ce qu'il en était, pas tous, mais sur certains, et qui montrent systématiquement des contaminations très élevées en germes, ceux-là même qu'on combat dans l'eau du réseau. Ah oui. Donc ça pose un problème de santé pour ces personnes qui risquent de développer des symptômes de gastro-entérite. Alors, les germes peuvent être divers et variés, mais comme il n'y a pas de surveillance en plus sur ces eaux, on ne peut pas savoir ce qui attend les gens qui la consomment. Donc on déconseille formellement, vraiment pour la santé des gens, on leur déconseille d'utiliser cette eau et de se tourner vers les moyens. L'eau du réseau reste la meilleure solution avec les méthodes, les recommandations à lui appliquer en période de non-potabilité, donc avec l'ébullition. On pourrait avoir une autre idée peut-être, vous allez me dire si elle est bonne ou pas, parce que nos téléspectateurs vous écoutent, donc ils se disent, bon, si je la fais bouillir, l'eau, elle devient potable. Si je vais chercher de l'eau dans la rivière avec mes seaux, mes jerrycans, qu'ensuite je la fais bouillir, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Enfin, quand je dis j'ai le droit, oui. Est-ce que, en tout cas, je ne prends pas de risque pour mes enfants de cuisiner avec? Alors, le risque, il va, en suivant la logique de ce qu'on a dit, effectivement, le risque va être réduit sur les micro-organismes. On va détruire une partie des germes qui se trouvent dedans. Pourquoi une partie? De ce côté-là, si on le respecte bien, on va détruire tous les germes qui sont dedans, globalement. Mais si on le fait vraiment bien. Le problème, c'est que c'est pas le seul type de contamination qui existe dans ces eaux. Nous, on parle beaucoup en période d'épidémie de gastro-entérite aiguë, on parle beaucoup des germes, de la qualité microbiologique de l'eau, mais il y a aussi des contaminations physico-chimiques. On le sait, dans l'eau des rivières, on voit... C'est quoi physico-chimique? Alors, ce sont des éléments, on a par exemple entendu parler du manganèse historiquement ici, oui. Mais c'est pas forcément, celui-là n'est pas très dangereux, donc c'est pas forcément la question. Mais il va y avoir d'autres éléments qui sont potentiellement présents dans l'eau. On le sait, on a par exemple des déchets qui traînent dedans, des batteries de voitures, on a parfois des garages informels qui se trouvent à côté, qui relarguent de l'huile, de l'essence. Du mercure. Ouais, il peut y avoir d'autres produits issus de... Alors, on les connaît pas forcément tous, parce qu'on ne contrôle pas systématiquement. Dans les piles, on a du lithium, etc. Et donc ça, l'ébullition n'a aucun effet dessus. Ça nécessite de contrôler toute la chaîne d'approvisionnement de l'eau, comme c'est fait pour le réseau. Et donc ça, cette contamination, on ne pourra pas y échapper. Et d'autant plus, donc je
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Effectivement, si vous êtes contraint de boire l'eau, la faire bouillir, ça permettra d'enlever une partie des dangers qui sont présents, mais pas tous. Donc il faut éviter à tout prix de boire, Et c'est de dangereux consommer pour les cette eau. enfants. C'est encore plus dangereux pour les enfants parce que de manière générale, l'exposition à des polluants a des effets plus lourds sur les enfants. Et c'est aussi souvent, en plus d'un effet rapide, qu'on appelle aigu, il y a aussi un effet durable, l'exposition chronique, donc l'exposition répétée, qui va engendrer des problèmes à plus long terme. Et donc plus on commence à être exposé jeune, plus on a des risques de développer des problèmes de santé plus tard. Julie, dans les villages, de plus en plus, les communautés villageoises ont cette envie et le fond de réouvrir les puits d'antan. Et ils disent, de toute façon, mes grands-parents ont bu dans ce puits toute leur enfance, je vais boire dans l'eau du puits, moi aussi. Et je sais que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Simplement parce qu'on est beaucoup plus qu'à l'époque. Et là où une source, il y a 50 ans, était très peu polluée, aujourd'hui, elle l'est par la présence humaine sur le territoire, par les déversements d'assainissement, par toutes les activités qui sont menées par l'homme, où on va manipuler effectivement des produits chimiques qui n'existaient pas dans le temps. Donc il y a beaucoup plus de contamination. Il faut se rappeler qu'on n'a que 20% des maisons qui sont raccordées au système d'assainissement. Et donc le reste, c'est encore soit des fosses septiques qui ne sont pas étanches, donc la matière fécale va percoler dans le sol et s'infiltrer, et ça arrivera sur nos nappes. Et les puits, généralement, on parle de 3, 4, 10 mètres, oui. Et ils sont très accessibles, et c'est le réceptacle direct de toutes ces pollutions-là. Donc, l'eau du puits, on peut faire quoi avec ? On conseille de ne pas la toucher, mais on peut laver la voiture, effectivement, on peut arroser les plantes. Alors voilà, arroser les fleurs, aucun problème. Si on fait du maraîchage avec cette eau-là, bien laver les fruits et légumes derrière. Avant de manger. Mais vous déconseillez de faire entrer l'eau du puits dans la maison. Par exemple, laver par terre, le ménager, on ne fait pas avec l'eau du puits. Sur les surfaces, ça va nous aider. Vaut mieux laver le sol avec une eau comme ça que pas du tout, ouais. et manquer d'hygiène, ce qui n'est pas recommandé non plus. Mais vraiment, avec les enfants, avec tout ça, évitons ces eaux-là. Alors, j'ai une dernière question à vous poser parce que le temps tourne. Nombreux sont ceux qui nous regardent ce soir et qui ont des enfants et c'est difficile de gérer cette pénurie d'eau avec les enfants. C'est quoi les quelques conseils que vous pourriez donner aux parents pour gérer l'hygiène des enfants ? Enfants qui, on le sait bien, courent partout, rentrent après avoir joué crasseux, et pour autant, on n'a pas beaucoup d'eau. Comment fait-on ? Alors, effectivement, là-dessus, il faut admettre qu'on est obligé d'adapter nos mesures d'hygiène. On ne peut plus se doucher de la même manière qu'avant, puisqu'on n'a pas de l'eau systématiquement au robinet. Ça n'empêche qu'il faut continuer à appliquer les mesures. Alors, mais en fait, c'est du bon sens, et je suis certain que les gens le font déjà. On continue à leur laver les mains régulièrement, on se lave bien les mains avant de manger, on se lave bien les mains en sortant des toilettes. L'hygiène des mains, c'est vraiment la priorité parce que c'est par là que se transmettent la majorité des germes. Et pour les douches, en général, on a quand même de l'eau. On arrive à prendre une douche relativement correcte. C'est une douche par jour, c'est suffisant même pour des enfants qui ont des activités. Idéalement, le soir, ça permet d'aller au lit propre, de ne pas salir les draps et de ne pas trop salir la maison. Et après, je ne suis moi-même pas parent, donc je peux difficilement donner des conseils pour économiser l'eau. J'imagine que c'est complexe quand on a plusieurs enfants de se restreindre dans l'utilisation de l'eau, mais il faut faire au mieux, et je suis sûr que les gens là-dessus arriveront à appliquer des mesures correctes. Les enfants, pour compléter les propos de Maxime, les enfants s'adaptent. Aujourd'hui, les enfants de 4-5 ans, ils ont vécu déjà une crise Covid où on leur faisait porter des masques et se mettre du gel hydroalcoolique, et puis maintenant une crise de l'eau. Donc, ils sont résilients, nos enfants. Par contre, c'est à nous de les éduquer et de passer les bons messages. Donc, les bons messages, c'est faire la différence entre l'eau que je peux boire, avec laquelle je peux me laver les dents. Donc, on différencie, voilà, et essayer de laisser de l'eau
potable toujours au même endroit, dans le frigo ou dans la cuisine, avec des contenants appropriés, et bien faire la différence avec le reste des eaux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, mettre des rituels de lavage des mains. Je le disais tout à l'heure, faciliter le lavage des mains avec un petit jerrycan toujours plein, même avec de l'eau pas potable, mais où il le sait, c'est juste pour se laver les mains. Et les enfants, c'est bien de diversifier les canaux. Donc, on travaille également avec le rectorat dans les écoles primaires pour faire passer ces messages-là. Bien sûr. Comment j'entretiens ma gourde, un petit peu de savon et d'eau, un écouvillon, et puis je nettoie ma gourde. Je ne mets dans ma gourde que de l'eau potable, que soit qu'on a fait bouillir la veille, soit qu'on a prise le matin. Mais c'est important, et peut-être aussi les mamans rappeler à leurs enfants de ne jamais mettre les mains à la bouche, ce qui n'est pas aisé, merci. n'est-ce pas, mais il faut le faire avec conviction, hein. Tout à fait, il faut y croire, hein. Il faut y croire, sinon ils sont malins les enfants, et ils vont bien voir qu'on se fout d'eux. Donc, appliquer des rituels, c'est important, et en fait on y arrive partout sur la planète. Je vois pas pourquoi aujourd'hui On n'y arriverait pas ici. Et en plus de ça, c'est des gestes qu'on a besoin d'acquérir pour les prochaines années. On n'est pas sorti de cette crise. C'est bien de le rappeler. Et puis, quand on a mis en place tous ces petits rituels dans la maison, on arrive quand même, grosso modo, à pas trop mal s'organiser. Oui. Il faut le reconnaître. Et en plus de On ça... est assez adaptable, l'être humain, en vrai. Et à consommer beaucoup moins que d'habitude. Ça, c'est sûr. Mais non, mais en fait, ouais. c'est un changement global, surtout pour tous les gens sur Terre. Et les 150 litres par jour et par personne, il va peut-être falloir les revoir à la baisse. En tout cas, nous, on a pris de venir. l'avance, on sait faire. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, sûrement à très bientôt pour une autre émission. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très très vite sur le plateau d'Agir pour l'environnement avec un autre thème et d'autres invités. À bientôt.